Amis de la culture, salutations, saharamdankom, sahaftokom, j'espère que vous allez bien et que vous passez d'agréables moments en famille en ce mois de piété, de convivialité et de partage. Petite touche de tendresse et de poésie aujourd'hui au Café des Arts, mesdames et messieurs, avec notre invité du jour, une artiste qui nous vient d'Alger, une artiste qui enchaîne aussi une carrière de journaliste dans le domaine de la valorisation et de la promotion culturelle, tout en enchaînant une carrière de poétesse. Elle a déjà 2 recueils de poésie publiés à son actif, un troisième est en chantier, des recueils qui explorent des thèmes assez variés comme le deuil ou encore la culture japonaise. Elle sera parmi nous dans un tout petit moment pour partager avec nous la traditionnelle tasse de café de cette émission. Donc on vous dit à tout de suite, juste après ceci. De retour au plateau, mesdames et messieurs, avec notre invitée du jour, la poétesse et romancière Inès Hayouni. Inès, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour nous, Sahar Mdanek et Sahar Torek aussi. Hamdankoum, sahaftakoum. Alors, bon, déjà, merci beaucoup d'avoir fait l'effort de venir d'Alger. C'est toujours un plaisir de venir à Oran, vraiment. Tout le plaisir est pour nous. Alors, Inès, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné dans ton parcours, Oui. artistique en tout cas, D'accord. c'est le fait que tu n'étais pas du tout artiste de base. Non, absolument. Et tu t'es lancé dedans par la force des choses, et il y a eu certains événements dont on va en parler, qui ont fait en sorte que tu te lances pleinement dans une carrière artistique. Mais toi, tu as fait des études de langue. Alors, l'intitulé, c'est langue étrangère appliquée. Oui. Du coup, tout le monde présume qu'il s'agit plutôt d'études littéraires, mais absolument pas. D'accord. Oui, c'est comment appliquer. Donc, on a le droit de choisir 2 langues. Oui. Donc, j'ai choisi anglais, arabe avec un module en russe. Oui. Comment appliquer ces langues-là dans le domaine professionnel, dans tout ce qui est finance, import-export, management de société, etc. Donc c'est un langage plutôt assez technique, Exactement. économique, Donc, etc. ouais, Donc, c'était exactement. à l'université de Lorraine, c'est ça? Absolument. Donc, j'ai fait mes études en distanciel à l'Université de Lorraine. Oui. Et donc à ce moment-là, au fait, tu n'étais pas du tout branché dans tout ce qui est artistique. Non, d'autant plus que j'ai fait le chemin inverse, c'est-à-dire que j'ai eu mon bac à 18 ans, j'ai travaillé Oui. pendant 5 ans. Ensuite, j'ai entamé la fac, donc mon cursus académique. D'accord. Voilà. Donc, D'accord. par la force des choses, j'ai dû travailler juste après mon bac. J'ai pas pu vraiment euh, continuer mes études. Et je m'étais inscrite pour faire ingénierie en physique chimie. Donc, Oui. j'avais un profil scientifique. Ensuite, je me suis reconvertie vers tout ce qui est économie, finance, management d'entreprise, Oui. pour basculer dans le littéraire après cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, à 18 ans, mon papa est tombé malade, Allah yarhamou. Donc, je devais travailler pour aider la famille. Et ça s'est juste imposé à moi, en fait. C'est le destin qui... Des fois, c'est le destin qui dicte les choses. C'est pas vraiment notre libre arbitre. Oui. Même si c'était un choix, bien entendu. Mais c'était ce qui me paraît le plus naturel et logique à faire à ce moment-là. Et j'ai commencé dans le journalisme. Oui. Donc, j'étais dans une rubrique culturelle pour une émission d'infodivertissement. Oui. Ensuite, j'ai travaillé dans une école, donc une école inclusive, pendant 1 an, Oui. qui voilà, mélangeait des enfants neurotypiques et des enfants dans le spectre de l'autisme. Oui. Et par la suite, on arrive enfin à mon dernier poste, qui est responsable marketing dans une start-up spécialisée dans la deep tech. Donc, on part du journalisme, pour ensuite basculer vers l'éducation, et ensuite l'informatique, marketing. Oui. Donc il te fallait un support où tu puisses t'exprimer pleinement, évacuer euh, parfois le stress ou parfois des ondes négatives, quoi. Oui, donc vous savez, quand on fait quelque chose par nécessité, peu Oui. importe si c'est un travail, Mhm. une passion, une obligation journalière, des tâches quotidiennes, peu importe vraiment, Oui. on est dans une espèce de rapport à la vie qui est très machinal. Donc je ne pensais pas à ce moment-là. Je savais juste que je devais me réveiller, aller au travail, rentrer, m'occuper de mon père là. Moi, j'étais garde malade pendant 4 ans. Ouais. Donc tout mon monde et mon identité se résumaient à ça, à mon père, mon travail, mon père, mon travail. Et vu que mon travail c'était juste par nécessité, c'est pas vraiment, c'était dénué de sens, on va Oui, dire, oui, oui, c'était pour. juste pour manger, voilà. Oui, exactement. Donc
mon monde, c'était mon père là, moi. Et une fois que je n'avais plus ça, je me suis dit, bon, maintenant je fais quoi? Et après, l'étape logique, c'était de reprendre mes études, chose que je n'avais pas pu faire. Oui, Qu'est-ce qui m'anime? Je baignais dans le monde du marketing pendant quelques années. Je sais que c'était très demandé sur le marché du travail. J'étais douée oui. dans ça. Et pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable, développer mes compétences linguistiques et voilà, l'adapter au monde du travail. Donc, je travaillais Oui, oui. à mi-temps et je continuais mes études. Oui. Et est-ce que l'écriture du livre, bon, déjà, on précise à nos chers téléspectateurs qu'on Oui, parle de ton tout premier ouvrage, oui, un recueil de nouvelles qui s'intitule Métamorphose. voilà. Alors, pour revenir au bouquin, est-ce que son écriture a débuté pendant la maladie de ton père, Allah yarhamou, ou après? C'était la mort de mon père qui a déclenché tout ça. Oui. C'était un Et besoin? c'était, oui, c'était un besoin, mais c'était très inconscient. Oui. C'est-à-dire que j'aime bien dire que je n'ai pas le discours classique d'un auteur. Oui. C'est-à-dire que je n'ai jamais été une grande liseuse. Je n'écrivais pas. D'accord. Par contre, j'ai été introduite à la poésie au lycée par mon enseignant de l'époque. Et il y a un courant poétique qui m'a tout de suite intéressée, qui est le symbolisme, et notamment les poètes maudits. Oui. Et j'admirais cette capacité qu'avaient les poètes justement de redorer les malheurs les plus férins, d'aborder les thématiques très morbides de la vie, mais de Oui. les enjoliver Oui. et de les rendre plus acceptables et acceptés par tous et toutes. Oui, oui. Et d'ailleurs, c'est ça que je retrouve dans ton ouvrage Oui, Métamorphose, c'est que c'est un ouvrage qui bouillonne de rage, au début en tout cas, de rage et voire même de chagrin. C'est un chagrin intense, voire viscéral, et dont on apprend à, à encaisser au fil de la lecture de l'ouvrage. Donc, ma question c'est, est-ce que ton écriture était réfléchie? Donc, aujourd'hui, je vais passer de ça, de point A à point B, ou est-ce que tu écrivais juste d'un, avec un mode inconscient, on va dire? ben, Et- je dis toujours que oui, Métamorphose euh, représente toutes les étapes du deuil et les émotions qui vont de pair, oui, parce que c'est jamais linéaire, oui, c'est jamais exactement. logique. Oui, Et d'ailleurs, le premier poème, on me dit souvent comment est-ce que tu as structuré, comment est-ce que tu as ordonné ta poésie. oui, Et c'est vraiment l'alignement à travers lequel j'ai écrit ma poésie. C'est-à-dire que le premier poème, c'est le tout premier que j'ai écrit. ah, d'accord. Voilà, donc c'est le D'accord. Donc, premier jour, oui, c'est la mort. tu n'as pas après Non, reclassé certains. non, c'est exactement parce que quand je le relis, je me dis, ah, mais Oui, le premier jour, je me sentais comme ça, le second comme ça. d'accord. Donc il y avait des fois l'acceptation, puis le lendemain, c'était Oui, l'anéantissement total. oui, Le surlendemain, c'était la colère, oui, oui. ensuite la joie. Et c'est cette Oui, voilà, c'est un ouvrage irascibilité. bipolaire. Oui, Oui, mais à l'image de comment moi j'ai vécu la chose. tout à fait. Et ça change d'une personne à une autre. Tout à fait. Et le plus beau, et il est important de le préciser à nos chers téléspectateurs, c'est que vous l'avez auto-édité Oui, et vous avez insisté sur le fait qu'il soit à but non lucratif. exactement. Oui, Parce que j'écrivais, et à un moment donné, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, je mettais ça dans mon tiroir. oui, À un moment donné, je n'arrivais plus à fermer mon tiroir. Donc j'ai repris tous mes poèmes. Et mon entourage m'a dit, Inès, est-ce qu'on peut lire? Et j'ai vu qu'ils étaient touchés. oui, Et ils m'ont dit, pourquoi ne pas en faire quelque chose? Je leur ai dit comme quoi. Parce que j'étais pas du tout animée, j'étais dans un état second. oui, J'étais oui, pas oui, animée par une volonté livresque ou littéraire, peu importe. Donc ils m'ont dit, pourquoi ne pas en faire un livre? Je leur dis, non, on ne s'improvise pas écrivain, voyons. Parce qu'on a toujours cet imaginaire que l'écrivain, c'est... Déjà, l'écriture, c'est un milieu très élitiste. On ne s'improvise pas écrivain. On oui, doit venir d'un certain monde ou encore avoir lu beaucoup de bouquins. Comme j'ai dit, il y a des discours qui se répètent et c'est pas du tout mon cas. oui, Et je me suis dit, bon, peut-être que si j'en fais un livre, ça me permettrait d'avoir une forme tangible de mon deuil. C'est pas vaporeux, c'est oui, pas décousu comme ça oui, l'était à ce moment-là. oui, Donc je me suis dit, je me dois bien ça, comme ça j'aurai encore comme une relique de mon père, là. oui, Et pourquoi ne pas aider les gens qui pourraient en avoir besoin, mais de manière concrète, bien que je sais que la littérature, à elle seule, peut aider en lisant, en s'identifiant à quelqu'un d'autre, à essayer de comprendre soi-même à travers les mots de quelqu'un d'autre. Mais je me suis dit non, c'est pas vraiment important pour moi que de dire oui, j'ai écrit un livre oui, maintenant, j'ai un oui, livre. Donc je me suis dit qu'est-ce que je peux faire? Et vu que j'avais été garde malade pendant 4 ans,
j'ai accompagné mon père dans les différents centres de chimiothérapie. Oui, Et j'ai vu que les gens avaient besoin d'énormément de choses. Donc, je me suis dit, d'accord, je le ferai, sadaqa jariya. oui, Je le finance et je viens en aide toutes les recettes iront aux personnes atteintes de cancer. oui, Et c'est ce qui m'a motivée, parce que je me suis dirigée vers toutes les maisons d'édition et j'ai reçu un non catégorique et unanime. La poésie ne se vend pas, on pourra en revenir par la suite. Euh, Ça ne nous intéresse pas. Les primo-écrivains, c'est déjà très compliqué d'éditer. Donc, je me suis dit, bon, bah, si des gens du domaine me disent que c'est pas possible, je dois arrêter sûrement. Mais je me suis rendu compte que le but derrière était bien plus noble. Je pense que j'étais dans une inconscience, c'est ce qui m'a permis d'avoir cet élan de courage oui, aussi. oui, Euh, je me suis dit, bon, si personne veut le faire, je vais essayer de le faire par moi-même. Ça doit pas être bien compliqué. oui. Juste cette inconscience, cette naïveté, en fait, c'était Oui, vraiment une approche niaise, mais qui a porté ses oui, fruits finalement. Ça devait se faire en tout oui, cas. oui, Et j'ai tout bêtement cherché sur Internet comment éditer son propre livre. Et là, j'ai vu que l'auto-édition existait, oui. qu'il y avait des institutions qui ont été très clémentes avec moi. Et j'y suis allée étape par étape et j'ai fait la correction par moi-même, la mise en page. Euh, et D'ailleurs, j'aime beaucoup la couverture. c'est gentil. On dirait une thèse de Rorschach. C'est Oussama Gaïsi, Ah, d'accord. un ami à moi qui a fait la Oui. couverture. J'aime beaucoup comment il a traité la couverture. En fait, il m'a dit, Inès, tu veux quoi? Je lui dis déjà du noir et blanc. Oui, Parce que c'est un registre très élégiaque, oui, très classique. oui, Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je veux? Je veux moi-même et ma personne. Et un miroir, et le reflet, c'est un vieil homme donc, qui représente mon père. oui, Parce qu'on me dit souvent que tu lui ressembles énormément. Et il a fait ça, et ça s'est super bien passé. Ensuite, j'ai dû contacter des imprimeries, et c'est la tâche la plus compliquée parce que le nombre minime de copies, c'est 100. oui. Donc, je me dis, mais je connais à peine 10 personnes qui voudront acheter mon livre, qu'est-ce que je vais faire de 100 copies? Mais après, je me suis dit, c'est pas grave, c'est un problème qu'on résoudra par la Oui, suite. oui, oui. Et j'ai eu mes 100 copies et je suis partie, j'ai eu l'idée de partir sur des groupes de lecture sur les réseaux sociaux et de dire, bon, je m'appelle Inès, j'ai 21 ans, j'ai écrit un livre pour telle cause. Si vous êtes intéressé, sachez qu'il n'y a pas un sou qui me reviendra. Donc, vous aidez quelqu'un d'autre, même si vous ne lisez pas la poésie. Et mes 100 exemplaires se sont écoulés en quelques semaines, Oui, ouais, même pas un mois. Et oui, c'était vraiment le soutien que j'ai eu sur les réseaux a été incommensurable. oui. Et ensuite, je me suis dit, bon, bah, ma mission est faite, elle est accomplie, c'est bon, je peux vaquer à mes occupations maintenant. Et j'ai Et reçu beaucoup d'appels. Où est la suite? Est-ce qu'on peut avoir un livre? Est-ce qu'on peut avoir un livre? Je me suis dit, bon, ben oui, si ça peut aider d'autres gens. Donc j'ai fait une deuxième édition, une troisième édition, une quatrième édition. Ensuite, j'ai décidé d'arrêter pour des raisons particulières. Parce que, voilà, comme j'ai dit, c'est à but non lucratif. oui, Et à ce stade-là, je passais à la radio, j'étais invitée pour des cafés littéraires. oui, Et je voyais que certaines institutions imposaient on va dire une commission sur la vente. Et pour moi, c'est pas éthique. Vu le but premier, je comprends, et il faut bien que ces cafés-là et ces endroits-là puissent survivre. Mais je me suis dit, j'ai accompli ma mission, j'ai aidé à mon humble échelle qui je pouvais aider. Donc dorénavant, celui qui veut lire le livre, je lui donne gratuitement, sous format PDF, oui, bien entendu. Et oui. c'est comme ça que ça s'est arrêté pour le premier. Et qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans un tout nouvel ouvrage? Alors, Ça, le deuxième, oui, Ikigai, Ikigai. qui est un tout autre registre, c'est parce que Ouais, quand je me suis lancée dans les récitals de poésie, c'est-à-dire que le roman se vend différemment qu'un recueil de poésie. La poésie se vit. Donc, oui, je voyais qu'il y avait un engouement énorme. Et moi-même, étant amatrice de poésie, je me disais, mais il faut arrêter cette narrative réductrice qui prône que la poésie ne se vend pas et qu'elle ne touche pas. Et je vis le contraire. Donc, comment est-ce oui. que je peux le... Mais par contre, là, tu t'es attaqué à un tout autre registre, à savoir une sorte de folklore médiéval japonais, Oui, etc. Bon, avant d'en parler plus en détail, on va quand même faire profiter nos chers oui, téléspectateurs et les laisser découvrir un peu un extrait, avec grand puisque plaisir. quand même, ce que je viens de dire est assez particulier, donc folklore médiéval, donc un extrait pour avoir une idée, et on en parlera plus en Je détail. vais... On a aussi la chance d'avoir notre oui, cher Mokhtar Allel, notre maestro en musique andalouse, qui vous accompagnera en musique. merci.
Donc le poème que je vais déclamer s'intitule Souvenir, qui parle d'amour. Ça peut être l'amour sororal, l'amour paternel, l'amour romantique, peu importe. Mais c'est le fil d'Ariane de notre vie. Dis-moi, qu'adviendra-t-il de nos souvenirs? N'est-il pas triste que notre histoire, pourtant si belle, se termine encore une fois de cette manière? Une fois de plus, tu m'as poussé à partir. Notre amour, pourtant si fluet, transcendait le temps et les frontières. Mais c'est cet amour qui vient de pousser son dernier soupir. Et nous revoilà des années en arrière. Des années en arrière sans qu'on puisse revivre cette idylle à l'avenir. Même si cela reste notre ultime prière. Vois-tu, je ne sais pas si je dois pleurer ou rire. Une chose est sûre, je te porterai à jamais dans mon cœur. Souviens-t'en bien, je t'ai aimé. Et je t'aimerai sans doute toujours d'un amour trompeur. Mais dis-moi, qu'adviendra-t-il de nos souvenirs? Je dis souvenirs, mais cet amour perdure encore. Mon cœur souffre de ta présence sans pouvoir te fuir, et je me remémore toutes nos extases et nos désaccords. J'avoue ne pas comprendre ce destin. Un amour qui, de par son ésotérisme, a été craint. Et pourtant... Et vois-tu, je me pose toujours la question. Pourquoi se retrouver si c'était pour encore se quitter? Mais au moins j'aurais vécu avec l'envie de t'aimer pour l'éternité. Vois-tu, dans cet écrit, j'ai beaucoup usé du mot amour. Mais j'ai l'impression de ne pas l'avoir assez répété. Je me suis obstinée à ne jamais te reparler. Je ferai tout pour l'oublier, j'irai m'abreuvoir dans le fleuve du l'été. C'est ce que je disais. Et sur tous les toits, je l'ai crié, je ne veux plus jamais la retrouver. Et pourtant, si nos regards étaient amenés à se recroiser, je courrais vers toi sans hésiter. Je vous le dis aujourd'hui, si jamais je revois cette femme, je lui dirai que je peux encore longtemps l'aimer et revivre cet amour comme si rien de tout cela ne s'était passé. Alors pour celles et ceux qui ont vécu un amour incertain, un amour comme le mien, vous comprendrez ma logique et ma déraison, qui permutent entre chaque lunaison. Cet espoir de revivre encore une fois l'amour profond qu'elle porte envers moi. Merci. Comme ça. Merci beaucoup. Toujours fidèle au poste. Oui, ça m'a ému. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça donne un tout autre ressenti en musique. Franchement, j'en ai les frissons, oui. C'est toujours agréable de découvrir l'osmose qu'on a avec l'instrument. Oui, tout à fait. Merci. Yatek Saha aussi, Inès. Alors, bon, déjà, avant de parler du contenu de l'ouvrage en question, le titre m'intrigue beaucoup. J'avais marre aussi de toujours lire un contenu qui était eurocentré. Donc j'ai commencé à m'intéresser de manière très fortuite à la culture japonaise, dans son intégralité déjà. Et quand je plonge dans une culture, j'aime beaucoup commencer par l'histoire du pays. Oui. Et il y a une période qui m'a énormément intriguée, qui s'appelle la période Heian, qui est l'époque médiévale japonaise. Et ce qui est important, c'est qu'on a un héritage littéraire énorme de cette période-là, comme le Genji Monogatari, qui est le premier roman psychologique de l'histoire de l'humanité. Et ce qui est aussi très important, c'est que la poésie était au centre de tout. C'est-à-dire qu'elle remplaçait les mémorandums de la cour impériale, les demandes en mariage se faisaient à travers des poèmes. Et il célébrait absolument chaque moment de la vie. La nature, un ruissellement de... Peu importe.
et ils voyaient le beau partout. Donc, Et l'éphémère aussi. l'éphémère, Parce que exactement. justement, c'est un élément qui est omniprésent Oui, dans l'ouvrage. Et c'est assez particulier. C'est la beauté de la vie, mais la beauté presque de la vie sans surprise. C'est la vie de tous les jours. Et tu arrives à trouver quand même des éléments euh, que tu mets en avant dans ton ouvrage. je me suis imposée, je pense, ces injonctions parce que je me suis dit, bon, les émotions fortes, c'est facile. Oui, On peut mouvoir toute personne avec ça, mais on a tendance à tourner le dos et détourner du regard tous ces moments simplistes de la vie, alors que peut-être qu'on est assis quelque part et pendant une fraction de seconde, il y a un paysage qui nous émeut aux larmes. La seconde d'après, on l'oublie complètement. Mais à cet instant T, c'était très important pour nous. oui. Donc j'ai essayé de convoquer justement ces réalités-là dans mon quotidien. Donc j'ai j'ai essayé tant bien que mal d'être très assidue et très concentrée sur chaque moment qui m'interpellait. Mhm. Donc j'ai parlé de beaucoup de choses. Ça peut être une rencontre dans un train. Je parle d'une femme qui est dans un train. Je parle Oui. aussi des terres que j'ai foulées, de l'Oranie, du désert. Donc Jeannette aussi. exactement, Janet revient. C'est une destination qui revient constamment dans ton travail, que ce soit l'Oranie ou Jeannette. Oui, je pense que Pourquoi? j'enfonce une porte ouverte en disant que le Sahara marque toute personne qui part pour la première fois. Oui. Je pense que c'est la sérénité de l'endroit qui m'a énormément touchée. Et j'ai vécu des choses, des rencontres qu'on n'oublie pas et qui nous forgent. Oui. Et tout vient au bon moment aussi. On a des questionnements qui nous suivent et on peut avoir nos réponses si on prête attention à tout ce qui nous entoure. Et je pense que c'est ce que j'ai voulu émuler, cette Ouais. sacralisation du quotidien et du beau à travers un regard algérien. Une dernière question, Inès. Bon, tu as déjà un ouvrage en Oui. cours d'écriture. Est-ce que tu as pensé les trois, donc Métamorphose, Ikigai et le troisième, comme une sorte de trilogie, ce qu'on pourrait peut-être appeler la trilogie du deuil. Donc, le premier, il est beaucoup plus viscéral parce que c'est les l'émotion crue. Après, il y a une phase de sérénité dans le deuxième et peut-être une acceptation dans le troisième. Oui, Est-ce que c'est pensé comme une trilogie? moi je pense que mon deuil s'est déjà fait avec le premier, mais je pense que c'est un dialogue avec ma Oui. personne au fil du temps. Oui. Il y a une phrase d'Annie Ernaux que j'aime beaucoup qui dit que si j'écris pas mes expériences, j'ai l'impression qu'elles s'évanouissent. Je ne les ai pleinement vécues que quand elles sont sur papier. Oui. Et c'est exactement ça pour moi. J'arrive à me revoir et à me comprendre davantage en retraçant mes écrits. Donc je pense que c'est pour cela aussi que je fais. Une idée sur le troisième? Oui, alors ça va parler de l'Oranie, bien entendu, et de l'évolution de la poésie populaire bédouine, donc vraiment celle qu'on entend dans les champs agricoles, dans les ruelles, qui retentit partout, dans les vestiges des bâtiments qui restent encore présents, et son évolution vers notre réalité actuelle et comment ça a été le reflet de la société à chaque époque. Et c'est un roman cette fois. C'est un roman, oui. J'ai D'accord. voulu Mais j'imagine qu'il sera raconter plus de accompagné de choses. petites bribes de Oui, poésie par-ci parce que par-là. la poésie est partout, c'est tout ce qui nous unit. Le poète a toujours eu un rôle central dans la société. Le Gouel chez nous, Oui, c'est lui effectivement. qui rassemblait les gens, qui était responsable de porter la mémoire collective. Donc je pense qu'en faisant ça, j'essaye moi aussi d'alimenter ce continuum historique, Oui. de dire que voilà, c'est le regard d'une jeune fille de 26 ans sur la D'ailleurs, à société. ce niveau-là, tu prépares un excellent podcast sur le sujet, Oui, donc à savoir sur une édition de musique oranaise, absolument. sur sur la musique bédouine. Oui, donc j'essaye de parler un petit peu des figures occultées. Oui, Donc je m'intéresse à la culture populaire oranaise. Donc il y aura un épisode sur une maison de production musicale. Il y aura un écrivain aussi qui a traité de la thématique. Il y aura d'autres jeunes qui font beaucoup de choses pour la culture. Donc j'en dis pas plus. Mais ça parlera de l'Oranie dans sa d'accord. globalité. Et pour les téléspectateurs qui sont intéressés, où est-ce qu'on pourra les voir, les podcasts? Bon, j'annoncerai ça sur les réseaux sociaux, mais sur Spotify, sûrement. Spotify, YouTube. Ah, donc c'est des podcasts audio. Audio, exactement, oui. Très bien, très bien. En tout cas, merci beaucoup Merci à vous. Inès Haini pour ce magnifique échange. J'espère vraiment te revoir pour d'autres occasions, Inch'Allah. Peut-être pour aborder
ton tout nouvel ouvrage. Oui, ce serait super. Est-ce que tu as à peu près une date de prévue pour sa publication? Idéalement, 2025, ce serait super, oui. Ah, 2025, donc. Idéalement, oui. Ah, idéalement, donc ça avance bien. Oui, ça avance. En tout cas, c'est en cours d'écriture. Parfait, parfait. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de le découvrir très très bientôt, Inch'Allah. Pareillement. Merci encore une fois à toi. Merci à vous. Et merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'est déjà la fin de cette émission. Mais avant de vous quitter, on va vous laisser apprécier un autre passage de notre chère Inès Hayouni, qui sera accompagnée toujours en musique par notre maestro Mokhtar Hallel. On vous laisse apprécier ce petit moment. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Je n'y crois pas. Désillusion ou déni, je suis confrontée à un combat. Moi seule face à l'ennemi, je n'ai pour compagnon que ton aura. Pareil à une fleur flétrie, mon cœur abandonnera. Mon bel enfant, je t'ai failli et j'espère que tu me le pardonneras. Ta compagnie était bénie. Et je le ressens maintenant que tu n'es plus là. Apeurée en pleine nuit, ton esprit tente de me bercer pour consoler mon innocence meurtrie, pour accomplir ma destinée. Une destinée à laquelle je ne crois plus depuis que ce monde corrompu a réussi à nous séparer. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas, mes entrailles sont déchirées, je n'arrive plus à respirer. J'ai tant besoin de toi. Pourquoi m'as-tu abandonné? Tu sais, je le fais pour toi. Je t'aime. Je te le dis encore une fois, je veux que ton nom résonne, je veux que les inconnus te connaissent. Je parle de toi. Je parle de toi même si ça blesse. Et je le fais aussi pour moi. Pour combler ce vide qui m'agresse.